Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mes autres lectures de juillet. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le début juillet a très mal démarré pour moi, c'était un petit peu compliqué. Donc j'étais parti essentiellement sur des graphiques et suite à cette première quinzaine un peu complexe, j'ai décidé de me relancer petit à petit vers des romans. J'ai d'abord commencé avec un e-book, c'est très rare, c'est vrai qu'en général j'aime pas trop lire des e-books, mais là le livre en e-book était beaucoup moins cher qu'en papier. Donc je suis parti sur un petit true crime, vous savez que j'aime bien ça. Donc je suis parti sur L'inconnu de l'A10, une enquête écrite par Georges Brenier et Adrien Cadorel, c'est édité à la Manufacture de Livres. Ici on revient sur un fait divers qui s'est passé dans les années 80. Je ne sais plus l'année en tête, c'est vrai que c'est compliqué, j'ai pas le livre sous les mains, c'est pas le même exercice. Donc moi j'avais absolument pas entendu parler, je ne sais plus où c'est que j'ai entendu parler de ce livre-là qui m'a vraiment intéressé du coup, et je me suis dit c'est le moment, vas-y, un livre assez court. On revient sur la découverte d'un cadavre d'enfant le long de l'A10, donc l'autoroute A10, et on n'arrive absolument pas à trouver l'identité de cet enfant qu'on va retrouver dans un état un petit peu compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais choquer personne. J'ai beaucoup aimé parce que c'était avec un rythme assez intense, c'était des chapitres courts. Par moments, on ronge vraiment son frein parce que c'est une enquête qui va se dérouler sur un nombre assez conséquent d'années. Je crois qu'on parle de plus de 30 ans. Assez dur, mais je trouve que les auteurs s'y sont plutôt bien pris parce qu'on est quand même sur un crime d'enfant, donc c'est plus compliqué à aborder qu'un crime d'adulte. Alors je dis pas qu'un crime d'adulte c'est pas aussi triste, mais c'est vrai qu'un enfant ça touche beaucoup plus. C'était assez intense, en plus sachant que ça se déroule sur un certain nombre d'années, il y a énormément de personnes qui vont travailler sur cette affaire. Même au niveau de tout ce qui est procureur et tout, au bout d'un moment ils sont toujours mutés. Ils doivent donner l'enquête à quelqu'un d'autre qui va prendre leur poste. Les gens ont mis beaucoup de cœur à essayer de résoudre de cette énigme. Donc les auteurs ont vraiment été dans la pudeur, dans l'empathie aussi. Ça c'était vraiment appréciable, on n'est pas du tout dans quelque chose de voyeuriste. Au cours de ces nombreuses années où l'enquête va être menée, on va voir aussi un peu comment les flics vont travailler, les gendarmes, les policiers, même tout ce qui va être justice, vous savez, les tribunaux et tout ça. Et on va voir aussi l'évolution de tout le matériel dont ils disposent pour mener à bien leur enquête et trouver et confondre les meurtriers. On est vraiment au cœur du sujet. Ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était assez fluide parce qu'on rentre dans le détail sans être trop dans le détail. On voit un peu toutes les manières de faire. C'était super intéressant, donc il y a vraiment un côté où on apprend quelque chose. C'est pas seulement revenir sur le fait de l'histoire en elle-même et d'essayer de reconstituer les faits, puisqu'au début ils ont vraiment aucun indice quoi. Ça se révèle assez compliqué et vous verrez, alors je vais pas trop spoiler, mais on voit l'évolution de tout ce qui va être scientifique et du coup des indices qui avant n'auraient servi à rien, avec le temps ils vont pouvoir commencer à travailler dessus. On voit à quel point ça devient plus pointilleux, à quel point la moindre petite anomalie peut révéler quelque chose. Franchement, il y a un grand respect à avoir pour toutes les forces de l'ordre, parce que c'est un travail de fourmi. Plus d'une fois, on ronge son frein, comme je vous dis, parce que au cours de l'enquête, ils sont à deux doigts de trouver quelque chose, et à chaque fois, ça tombe comme un château de cartes, et ils doivent tout recommencer. Franchement, on voit, par exemple, vous avez au début certains, je crois que c'est les gendarmes qui trouvent au début le corps suite au signalement, qui travaillent dessus. À la fin du récit, ils sont beaucoup plus âgés, mais ils ont toujours quelque part cette envie, cette ténacité de vouloir mettre un fin mot sur le nom de cet enfant qui a malheureusement eu un destin funeste. Donc ça m'a vraiment plu, ça se lit assez vite. Il est pas très grand le livre, je sais même pas s'il fait 300 pages, parce que du coup le nombre de pages en papier et sur e-book, je sais pas, c'est pas le même. Mais, alors dire que j'ai passé un bon moment, pas vraiment, mais ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier parce que la concentration n'est pas la même, c'est juste on relate des faits, mais ça reste intéressant. Parce que vous savez, il y a le côté déjà empathique et la compassion. On voit qu'il y a vraiment l'enfant qui va être retrouvé, va quand même avoir un enterrement décent, et il y a tout un truc qui va se rattacher par rapport au village, ou je sais plus si c'est un village ou une ville, qui se trouve à proximité de l'autoroute. Les gens vont vraiment prendre à cœur l'histoire de cet inconnu en fait. Et on peut lire ça comme un roman policier quelque part.
jusqu'à savoir si l'enquête aboutit. Je ne vous dis rien, je vous laisserai découvrir. Mais c'était vraiment intéressant, j'ai passé un très bon moment, j'ai appris plein de choses. Il y a aussi cette petite nostalgie des années 80-90, on fait quelques petites références. Et de voir à quel point il y a des flics qui ont leur métier à cœur, qui veulent vraiment confondre les meurtriers, qui comptent pas leurs heures pour vraiment aboutir aux choses. Qu'une enquête, c'est pas comme dans un film ou dans une série où en 2-2, tiens, il y a tel indice, ça y est, on y va. Bah non. Il y a vraiment des fois des obstacles sur leur enquête. Mais moi, je connaissais pas du tout. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître. Moi, écoutez, j'étais pas au courant de cette histoire. Pourtant, des true crime, j'en lis de temps en temps. Mais là, cette histoire-là, je n'avais jamais entendu parler. Mais je suis content de l'avoir découvert. Et pour une fois, c'est bien parce que c'était pas un titre racoleur où on donne vraiment des éléments un peu scabreux, on va dire croustillants pour le lecteur. Non, non, il y a vraiment un grand respect des deux auteurs et c'était vraiment sympa. Donc comme c'était reparti un petit peu tout doucement, que j'avais bien apprécié ma lecture, je l'avais lu assez vite d'ailleurs, parce que du coup le fait que on sache pas, moi je voulais savoir et je tournais les pages, je faisais surtout ça sur la liseuse. Je me suis lancé vers un titre un peu mainstream, dont j'avais déjà entendu plusieurs fois parler. C'est Vertige de Franck Tillier, donc ici chez Pocket. Et j'avais entendu plusieurs fois que ce roman il était cool, il était ci, il était ça, donc j'ai dit je vais y aller. Donc ici ça va être simple, on suit un homme qui se réveille au fond d'un gouffre avec deux inconnus et son chien, il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas avec qui il est là. Il y en a un des hommes qui est enchaîné au poignet, l'autre c'est à la cheville et le dernier il a un casque sur la tête. Et ils veulent savoir qui les a emmenés là et pourquoi. Le speech de départ est très simple, moi ça m'a fait penser un petit peu à Saw. Donc moi j'avais déjà lu Puzzle de Tilly que j'avais pas trouvé sensationnel, après j'avais lu autre chose à côté qui fait que mais qui se ressemblait un peu au niveau du scénar. Mais ouais, j'avais pas été transporté plus que ça. Pourtant, Franck Tillier a une réputation qui est plus à décrire, hein, tout le monde la connaît. Et là, c'est un peu le même effet, quoi. Je l'ai terminé, j'ai pas été transcendé plus que ça. La première partie est intéressante parce que du coup, le personnage principal, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il a été alpiniste, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, lui, il a tout ce qui est expérience de survivalisme. Donc il a déjà été confronté en haute montagne, aux péripéties, au climat, au froid. Donc on va apprendre plein de petites choses là-dessus. On va suivre les deux autres personnages. Au bout d'un moment, forcément, au niveau psychologique, ça devient de plus en plus dur parce qu'ils ont presque rien à manger, presque rien à boire. Les esprits s'échauffent, il y a la fatigue, ils sont dans le noir. Donc tout le côté psychologique, forcément, vous atteint et au bout d'un moment, vous pétez un câble. Donc il va y avoir tous ces liens entre les trois qui fait que au bout d'un moment, le torchon brûle. Il y a forcément, comme on est dans un huis clos, un petit sentiment anxiogène. On ressent bien ce côté-là, c'est vrai qu'ils sont dans le noir, bon, on arrive à se représenter assez vite les choses, ils sont sous une tente, c'est pour ça qu'on voit la tente au milieu de nulle part. Il n'y en a qu'un des trois qui peut se déplacer parce que les autres sont attachés. Mais il y a aussi cet effet paranoïa. Chacun se méfie de l'autre parce qu'ils savent pas si c'est un complice de celui qui les a enfermés là ou pas. Si y en a un des trois qui joue un double rôle et qu'en fait il veut leur en veut. Enfin, vous avez tout ce côté-là qui est présent. Après, je pense que ça peut être lu par n'importe qui, quelqu'un qui est débutant en thriller comme quelqu'un qui est confirmé dans le domaine. Parce que la plume de Franck Tillier est assez simple et moi c'est peut-être ça le problème. Alors moi je suis pas non plus l'expert du thriller, vous savez que j'en lis pas tous les jours. Mais là, j'ai trouvé que ça a manqué d'immersion en fait. C'était bien, ils étaient dans le truc, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose. En plus, la première partie, on va être surtout sur la découverte des trois personnages, comment ils vont, les relations entre eux, vous voyez, comment que ça va se passer. Mais je sais pas, je m'ennuyais un petit peu. Alors, je l'ai fini, donc je me suis pas ennuyé tant que ça, je vais pas non plus en rajouter. Mais la deuxième partie s'emballait un peu plus, donc puis voilà, arrivé moi à la moitié du récit, j'avais envie de le finir parce que je voulais savoir le fin mot de l'histoire. Et au final, j'ai refermé le livre, j'ai fait ouais, bof. Enfin, je sais pas. Donc je sais que Franck Tillier, j'en ai encore une paire, j'en avais trouvé d'occasion, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai encore 6 romans de Franck Tillier dans ma palle. Je retenterai, alors soit avec un one-shot, soit avec, vous savez, soit Charcot, soit Enebel, je vais voir. Mais pour le deuxième titre de Franck Tillier, moi je suis toujours pas très emballé par cet auteur, je suis pas plus fan que ça. Donc bref, donc je suis ressorti malgré tout très mitigé de cette lecture. Et j'étais pas au bout de mes peines, hein, parce que la panne de lecture qui était plus ou moins là, enfin panne de lecture, c'est pas vraiment une panne de lecture, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est plus simple de dire ça.
Et je me suis dit, je m'en sors comment? Mais bon, j'ai terminé, donc c'est déjà fait. Après mes petits soucis que je disais avec des graphiques, j'ai quand même terminé un roman, donc c'est bien. C'était déjà ça de motivant. Donc je me suis dit, on va continuer dans le thriller, on va continuer dans des choses que Laurent, tu as l'habitude de lire, dont un auteur que j'ai beaucoup lu, qui est Maxime Chatham, ici avec Insectes, donc de chez Albin Michel. Ce titre-là, je l'ai acheté quand il est sorti. Et je l'avais mis dans ma palle et il dormait là. Entre temps, le poche est sorti. Je me suis dit, Laurent, pourquoi t'achètes un livre neuf? Surtout un thriller. Moi, les thrillers en général, j'achète en poche. Je me suis dit, Laurent, t'as quand même dépensé 23 balles pour un grand format qui dort dans ta bibliothèque et au final, le poche sort et t'as dépensé de l'argent à rien. Bon, c'est pas grave. Honnêtement, déjà, je préfère le grand format que le poche. Je vous le mets là parce que je le trouve pas beau. Et Maxime Chatham, moi j'en ai lu beaucoup. Moi j'ai découvert Maxime Chatham alors à ses débuts quand il avait sorti le 3e tome de la trilogie du mal. Moi j'avais acheté le 3e et après je m'étais rendu compte qu'il y en avait 2 précédents. Donc j'avais lu les 3 que j'avais adoré. Ensuite j'avais commencé une autre trilogie, vous savez, il y a les Arcanes du Chaos, Prédateur et la Théorie Gaïa. Alors je ne sais plus c'est quoi la thématique de cette trilogie. Les Arcanes du Chaos, j'en ai plus aucun souvenir, donc c'est que ça m'a pas vraiment marqué, il faudrait que je le relise. Et je me souviens pas d'avoir détesté. Et j'avais lu Predator que je n'avais pas vraiment aimé, surtout la fin. En plus, ça se passait dans le milieu militaire et tout, c'est pas quelque chose qui me passionne. Donc Magali est venue me voir, elle me dit tiens, je vais commencer ça. Ah bah je fais attends, je vais le lire avec toi. Elle me dit ok. C'est comme ça, on fait une petite LC. Nous, c'est quand on fait avec Magali, c'est avec un petit découpage, donc c'est une 50aine de pages par jour. Je me dis voilà, Laurent, tu forces pas, tu vas tranquillou. Bon, très vite, je me suis retrouvé tout seul, parce qu'il y avait Laurence aussi avec nous. Je vous mettrai son Instagram à voir d'infos. Et en fait, les filles, elles n'ont pas aimé du tout. Elles sont parties, j'ai fini solo. Donc j'ai pris le temps de le terminer tout seul, c'est pas grave. Et pareil, retour assez mitigé. Ici, on suit l'inspecteur Atticus Core qui est appelé sur... En fait, c'est 2 de ses collègues qui l'appellent sur une scène de crime. Et quand il arrive sur la scène de crime, il est assez choqué parce qu'on retrouve un corps, enfin un corps si on peut dire. Il reste plus que les os. Mais il est encore dans ses vêtements. Et il n'y a plus de chair en fait. Comme s'il avait été mangé en décomposition, mangé par les insectes. Mais que ça se serait passé extrêmement vite et théoriquement c'est impossible. Donc Atticus commence à se poser d'étranges questions. Et en parallèle, on va suivre la privée Kat Cordell qui est contactée par une femme qui dit qu'elle a plus de nouvelles de sa fille et sa fille lui a laissé un message SMS assez suspect. Et elle veut, du coup, elle engage la détective privée pour la retrouver. Forcément, vous vous doutez que tôt ou tard, les deux vont se rejoindre. Donc on va les suivre chacun de leur côté. Je vous parlerai pas du prologue, qui est assez glaçant, qui est assez même... on a un petit peu des frissons. Mais première partie que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça bien, c'était assez lent, mais j'aimais beaucoup l'ambiance que donne Maxime Chatham. Vous voyez, par rapport à Tillier, je trouve que Maxime Chatham, au niveau de la plume, je préfère. Il met toujours une ambiance un peu glauque, un peu noire. On suit donc Atticus dans cette ville. Alors je sais plus c'est quelle ville. Je crois que c'est Los Angeles. Ouais, c'est ça. On est à Los Angeles et à travers... Alors je crois que les 2 personnages n'habitent pas au même endroit. Je crois que Kat Cordell, elle est de New York, elle. Ou c'est l'inverse. Je ne sais plus. Enfin bref, ils sont tous les 2 dans une grosse ville. Et ces 2 êtres assez solitaires. Donc on n'est pas sur quelque chose où c'est des personnages... qui ont une vie de famille, qui ont une super vie, mais qui côtoient l'horreur tous les jours. Là, ils sont vraiment tout seuls. Et je trouve que de les avoir mis dans des grandes villes, ça rajoute à cet effet de solitude. Et j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Les personnages, Atticus par exemple, est pas forcément... je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais vous n'avez pas vraiment envie d'aller vers lui. C'est comme Kat Cordell. Kat Cordell, c'est une femme qui a des relations avec un homme, mais elle n'est pas en couple pour elle. Elle va le voir quand elle a besoin. Mais sinon, elle veut mener sa vie de femme toute seule, quoi. Elle n'a pas besoin de lui, quoi. Et le gars va absolument être en couple avec elle, elle veut pas, quoi. Et Atticus, pareil, c'est ça, c'est des rendez-vous d'un soir, et après, il veut s'amener sa vie tout seul, il veut pas non plus avoir d'histoire d'amour. Donc j'ai trouvé ça bien d'avoir des personnages un peu comme ça. Bon, j'en découvre pas souvent dans les thrillers, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais comme je vous dis, je suis pas un expert. Donc c'était vraiment sympa. Par contre, arrivé sur le milieu du roman, il y avait une espèce de ventre mou, où je me suis fait... Hein ? Parce que ça commençait à être long, à être lent. Alors la lenteur au début était vraiment appréciable parce qu'on va découvrir 2 méthodes de travail. Celle de Atticus qui va être avec un de ses collègues et qui vont avoir plusieurs outils à disposition puisqu'ils sont flics.
donc il travaille dans un commissariat. Et à côté de ça, vous avez aussi Atticus qui a des notions en tout ce qui est entomologie, donc tout ce qui va toucher aux insectes, et qui va se renseigner auprès d'un musée. Donc ça prend son temps, mais je dis c'est bien parce que c'est ancré dans une certaine réalité. On va pas clôturer le crime en 2 secondes. Mais arrivé au milieu du roman, ça commençait à être long, mais à être long. Et même à côté, la privée, elle va avoir, elle, une autre façon, une autre méthode de travailler qui était intéressante. Un peu plus risquée en plus. En plus, c'est une femme, donc il n'y a pas le même rapport vis-à-vis de la sécurité et tout ça. Mais franchement, on voit 2 méthodes différentes pour travailler, mais qui étaient vraiment intéressantes. Et ouais, arrivé au milieu, ça bouge quand? Parce que l'enquête, elle piétine, dès qu'il trouve quelque chose, ça va pas, faut revenir à zéro. Ou alors il a oublié quelque chose, il a raté un truc. Donc il revient dessus. Et c'est trop long. Moi, je trouve que le roman est beaucoup, beaucoup trop long. Il fait presque 500 pages, 450. C'est trop long. C'est trop long. Arrive au milieu, au début, j'acceptais la lenteur, mais au bout d'un moment, vas-y, mais passe la seconde, quoi. En plus, on va avoir ce système d'alternance entre Atticus et Kat. Donc des fois, ça va être 2 chapitres, un chapitre, 2 chapitres, 2 chapitres, vous voyez. Et du coup, à chaque fois, quand on passe d'un personnage à l'autre, Maxime Chatham, il emploie le cliffhanger pour nous donner envie d'y revenir. Mais le truc, moi, qui m'a fortement gêné, c'est dès qu'il met un cliffhanger, dès qu'on retrouve le personnage quelques chapitres plus loin, il désamorce le cliffhanger en 2 phrases. Du coup, au bout d'un moment, l'effet cliffhanger, pour moi, ne marchait plus parce que je dis ça va être quoi. Je vais être impatient et au final, il démonte le truc en 2 secondes, donc il n'y a plus vraiment d'attrait en fait. Et c'était long, c'était lent. Ah, puis au bout d'un moment, ça commence à bouger, donc je me dis il était temps, parce que je voulais quand même savoir le fin mot. Il y a quelques facilités, je vous dirai pas pourquoi, que je me suis dit oui, comme par hasard. Bref, ça m'a gêné. Et arrivé dans la dernière partie, je me demandais si j'étais encore dans un thriller. Il est parti dans un trip, mais ça va aller trop loin, j'ai trouvé que c'était too much. Et je me suis dit, mais pourquoi tu vas là-dedans en fait? Et quand j'ai refermé le livre, j'ai ouvert le livre en voulant lire un thriller, j'ai refermé le livre en ayant l'impression d'avoir lu autre chose. Et je me suis dit, c'est quoi? En plus, il y a un antagoniste dans l'histoire que j'ai trouvé, mais complètement ridicule, complètement caricatural. C'était n'importe quoi, j'ai trouvé que c'était pas crédible du tout. Et qu'on arrivait sur quelque chose qu'on a déjà vu 50 000 fois dans certains films, enfin je sais pas. Des explications, ouais, enfin il y en a certaines qui tenaient debout, qui étaient intéressantes. Vous savez, tout ce qui va toucher aux insectes dans le livre est intéressant. Alors moi les insectes, j'aime pas ça, ça me dégoûte. Et là dans le livre c'était quand même intéressant. Mais ouais, il y avait des trucs too much, je sais pas, je trouve que... Et il amène une certaine morale que j'ai trouvée prétentieuse, moralisatrice. Alors c'est peut-être moi qui l'ai perçu comme ça, c'est peut-être pas du tout le but de l'auteur, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Et je sais pas, et je retrouve pas le Maxime Chatham des débuts avec la trilogie du mal que j'avais adoré, je trouve qu'il est plus là en fait. Je trouve que c'est pas pareil. Et pour ce livre-là, j'ai eu exactement le même effet que, vous savez, Le Signal, celui qu'il a écrit juste avant. Pareil, où on partait sur un truc d'horreur, alors on nous l'a vendu, alors le côté marketing c'était un petit peu too much, comme une histoire qui faisait la plus peur et tout, machin. Pareil, c'était assez lent, j'aimais bien le début, on avançait dans l'histoire, et pareil, arrivé à la fin, moi je trouve que ça se casse la gueule, et que nous sort des trucs du chapeau que je trouve qui sont complètement ridicules, et j'ai eu le même effet là-dessus. C'était la même façon de faire et j'ai pas aimé. Du coup, je sais pas si je lirai l'illusion, parce que j'ai vu des retours qui étaient pas forcément très bons, j'ai peut-être pas trop envie d'y aller. Surtout que je me souviens d'une phrase de Pepper Palace qui avait dit on sait pas si c'est du lard ou du cochon, elle avait dit c'est du poisson. Donc c'est un peu le sentiment que j'ai là aussi. Donc je me dis, est-ce qu'on y va ou pas? Je sais que son prochain va sortir, je sais pas c'est quoi le titre, mais j'ai vu qu'il y a un prochain qui allait sortir. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas sorti de titre en plus. On verra. Moi je suis très déçu. Après je sais que chez Chatham j'en ai encore quelques-uns, donc avant d'en racheter un, je sais que j'en ai encore dans ma palle. D'ailleurs la théorie Gaïa je l'ai pas lu, il faudrait que je le lise. Parce que les Prédateurs je l'ai lu il y a super longtemps. Mais là, ouais, vraiment très déçu. Mais je l'ai terminé, donc vous voyez, il y a quand même un effort de fait. Je suis allé au bout, je suis content de moi et je me dis ça y est, Laurent, ne lâche rien, on va y arriver. Toujours dans du thriller, parce que je vais rester dans un domaine où voilà, ça me parle, j'arrive à finir les livres, on continue. Donc j'ai voulu lire celui-là, Gillian Flynn, Les Apparences, donc au livre de poche. Il y a eu un film qui est sorti avec Ben Affleck qui s'appelle Gone Girl, d'ailleurs c'est le titre original du roman. Pourquoi j'ai choisi ce roman? Alors ça je vais vous le dire parce que c'est complètement tordu aussi ça. Je me suis réveillé un matin, me demandez pas pourquoi ni comment. C'est pas un livre que j'avais trouvé en occasion je crois. Bah oui à Leclerc occasion d'ailleurs. Et que j'avais mis dans ma palle et j'ai dit je le lirai un de ces 4. Parce que je sais qu'il y a le film qui est sorti et je dis comme le film je crois que je l'ai en DVD. J'ai dit je ne le regarderai que quand j'aurai lu le livre. Moi j'aime pas regarder avant parce qu'après il n'y a plus d'intérêt surtout pour un thriller. Et je sais pas, il était là depuis une paire de mois et je sais pas, je me suis réveillé un matin, j'ai à peine ouvert les yeux et j'ai pensé à ce livre-là.
J'ai dit, je sais pas si c'est un signe. Le dieu de la lecture m'a pointé du doigt et m'a dit, toi, relis. Enfin, peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai dit, ben, j'y vais. Je lisais rien, en plus, à ce moment-là, je devais lire des BD ou je ne sais plus quoi. J'ai attrapé le livre et j'ai dit, on y va. Alors, un beau bébé, hein, qui fait quand même 700 pages, je crois. Ouais, pas loin. Pas loin de 700 pages. Je me suis dit, on va y aller tranquille. Et ce livre-là, je l'ai bouffé en 3 jours. L'histoire, elle est assez simple. On est avec un couple qui s'appelle Amy et Nick. Nick est au travail, il tient un bar avec sa sœur qui s'appelle... je me rappelle jamais des prénoms. Elle s'appelle comment, sa sœur? Go. Parce qu'elle a un autre nom, mais c'est son surnom, c'est Go. Je crois d'ailleurs, je dis pas d'annerie. Enfin bref, on s'en fout. Et il reçoit un coup de fil de son voisin qui lui dit qu'il trouve bizarre que dans sa maison, la porte d'entrée soit ouverte. Donc Nick, il comprend pas trop ce qui se passe. Il s'est dit, bah ouais, c'est drôle. Il fait, en plus, ma femme, elle laisse pas la porte ouverte. Le chat peut sortir. Elle veut pas trop qu'il sorte. Je crois qu'il y a une histoire avec le chat. Donc il se pointe à la maison et là il arrive, il retrouve sa salle à manger complètement retournée de partout. Et sa femme a disparu. Donc il se pose mille et une questions. Il finit par prévenir les flics. Et là il y a une enquête qui va être mise en route. Mais je trouve que Gillian Flynn aborde le thriller d'une autre façon. On va être sur quelque chose de très psychologique. On va pas suivre les flics du tout. On va alterner entre le point de vue de Nick et le point de vue d'Amy. Je m'explique. Nick, on va le suivre dans le présent, donc à partir du moment où on va le voir au bar, il va arriver chez lui, il va voir que sa femme est disparue et tout. Et on va suivre toutes ses pensées. Et très vite, on va voir que le gars, il est pas net. Il y a un truc de chelou. Je sais pas si je peux vous dire pourquoi, parce que je sais plus c'est à quel moment dans le livre, je préfère rien dire. Je sais plus si c'est vraiment au début, mais on voit très vite qu'il est pas net, on suit ses pensées et on va être essentiellement avec lui, voir à travers ses yeux. Et on va alterner avec le journal d'Amy. Et le journal d'Amy va commencer quand elle rencontre son futur mari. Et là, elle va nous expliquer comment elle l'a rencontré, comment elle est tombée amoureuse. Et au fur et à mesure du livre, on va remonter le fil jusqu'au temps présent. Et derrière cette histoire de thriller, il y a quand même une histoire de Gillian Flynn qui va vraiment analyser le couple. C'est-à-dire, entre le début, vous voyez, quand vous avez le journal au tout début, on est amoureux, tout est beau, les oiseaux chantent, le soleil brille dans le ciel, voilà, ce genre de truc. Et au fur et à mesure, ça va commencer à changer. Il va y avoir forcément, ils vont aménager ensemble. Il y a les soucis d'argent qui vont rentrer en ligne de compte. Au bout d'un moment, les premières semaines où on est fou amoureux, au bout d'un moment, on apprend à connaître l'autre, à apprendre ses défauts. Donc forcément, l'amour en prend un coup aussi. On se rend compte que l'autre n'est pas parfait. Il y a aussi cette vision où le mari attend quelque chose de la femme entre ce qu'elle lui donne, ce qu'il perçoit, et elle, sa volonté de faire. C'est 3 salles, 3 ambiances. De son côté, pareil. En couple, quand on est dans un endroit où il y a d'autres personnes, on essaie de donner le change et de ne pas montrer quand ça va pas. Et c'est là qu'on va se rendre compte, en rentrant dans l'intimité de ce couple, à travers le journal et à travers les pensées de Nick, que tout ne tournait pas si rond comme on peut le croire. Et j'ai trouvé ça génialissime. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve par contre, alors je vous préviens parce que moi je le savais pas et je l'ai vu sur Livre Addict, oui, je vis dangereusement, moi je vais voir les commentaires avant. C'est que j'ai commencé à le lire et c'est pas que j'ai trouvé ça long, mais je fais, elle va en venir où là? Parce qu'on suit la vie du couple et tout. C'est quoi le but en fait? Et il y a une personne qui a mis en commentaire, restez, il y a une grosse première partie. N'abandonnez pas, elle est très importante pour la suite. Et c'est vrai, effectivement. La première partie, je crois qu'elle fait la moitié du bouquin. Elle va peut-être vous paraître longue, mais franchement, elle est très utile pour la suite. Et les gars, vous n'êtes pas prêts. Mais franchement, j'ai passé un super moment. Je l'ai bouffé en 3 jours. J'aurais pas cru ça possible. Mais on n'est pas dans du thriller. On va être dans du thriller plus domestique, vous voyez. Et j'ai trouvé ça pertinent, bien vu. Il y a une certaine lenteur. Du coup, il y a très peu de personnages. Mais c'était génialissime. Et en plus, je suis content de l'avoir lu parce qu'il y a quelques années, j'ai une copine à moi qui l'avait lu et qui me faisait des éloges dessus. Et du coup, ça m'avait un petit peu intrigué. C'est pour ça que je l'avais acheté. Et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je sais pas, elle avait une façon d'aborder les choses qui était intéressante parce qu'il y avait aussi cette analyse du couple. Il y a cette notion aussi, vous savez, de classe sociale. Ils viennent pas forcément tous les deux du même milieu. Il y a aussi le fait qu'on va découvrir donc le mari et la femme, leur caractère et leur personnalité, mais aussi par rapport à leur enfance et leur passé, qui va jouer sur ce qu'ils sont aujourd'hui.
Donc il y a vraiment, elle va tisser une toile et franchement je trouve qu'il y a quand même une densité qui est présente. Et moi ça j'ai adhéré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, c'était très sympathique. Mais je crois qu'elle écrit plus, hein, parce que ça c'est le dernier qui est paru je crois. Parce qu'elle a écrit Sur ma peau et c'était quoi l'autre? Les lieux sombres, ouais, 2012. Je sais pas, du coup, 2012 pour la sortie française. Ouais, donc il a dû sortir dans ces eaux-là aux États-Unis. Je crois que c'est États-Unis, hein, attendez, je vous dis pas de bêtises. Ouais, elle est née dans le Missouri. Donc, franchement, bien. Si vous voulez un petit thriller domestique, alors faut pas s'attendre à de l'action de ouf dès le début. Mais il y a aussi toute cette analyse, elle décortique la vie maritale et tout, le couple, et j'ai trouvé ça super bien vu. Donc là, je me suis dit, je suis relancé un roman de presque 700 pages en 3 jours. Je m'applaudis. Je me dis, c'est bien. Et en plus, j'étais vraiment captivé par ce que je lisais. Donc du coup, que fait-on? Je me suis dit, il faut pas que je parte trop du thriller. C'est un peu tôt, Laurent, ne t'enflamme pas non plus à partir sur autre chose. Fantasy, science-fiction, j'en ai lu pas mal. Le thriller te va bien, tant que t'es pas lassé, vas-y. Donc je suis parti, là on est plus sur quelque chose de contemporain, mais à suspense. Enfin, c'était assez intéressant. Donc j'ai lu un livre que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, que j'avais acheté à Dormant, lors du dernier book haul. J'ai lu Albertine de José Carli aux éditions Inceptio, donc c'est une de leurs dernières sorties. À la base, moi j'en voulais pas de ce livre-là, il m'intéressait absolument pas. Et en fait, j'ai vu quelques retours très positifs et je me suis dit, tiens, sans vous dire de quoi ça parlait, dans les retours, j'ai vu quelques thèmes qui revenaient et je me dis, ah, ça peut m'intéresser. Et je me suis dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tente Laurent. J'en avais parlé avec Ophélie sur le salon de Dormant. Et au final, je me suis lancé. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que c'était bien? Alors, un roman assez court, hein, il fait 230 pages. Ici, quand le roman commence, on fait la connaissance de Julien. Julien qui enterre son papa qui est décédé soudainement, il ne savait pas ce qui se passait, il n'y avait pas d'antécédents et tout ça, mais bref, il a eu une crise cardiaque je crois. Et du coup il se retrouve seul avec sa maman et ils enterrent son papa. Et un soir François il reste un petit peu avec sa maman quelques jours pour la soutenir et après il décide de rentrer chez lui parce que forcément il faut qu'il reprenne le boulot. En plus sa patronne c'est un dragon, je vous explique même pas. Et du coup le voilà parti et en se rendant à l'arrêt de bus il voit une petite fille qui est juste habillée d'une robe blanche assez légère, on est en plein hiver, il comprend pas trop ce qui se passe. Donc il décide de la suivre et finalement il la ramène chez lui. Et cette petite fille a des petites particularités, mais voilà, elle va entrer dans la vie de Julien d'un seul coup et ça va changer beaucoup de choses. Donc moi, j'avais jamais lu José Carli, qui a déjà publié un autre roman chez Inceptio, que je n'avais pas lu mais dont j'avais entendu parler, et qui a une plume magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume. Il y a une façon d'imager les choses qui est très parlante. Je trouve qu'il y a une certaine poésie aussi. Il y a un côté, vous verrez, au roman qui est très onirique. Un petit peu comme un conte que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et moi, les premiers chapitres, le truc qui m'a vraiment surpris, enfin choqué, tout ce que vous voulez, c'est le personnage de Julien. La description du personnage de Julien, j'avais l'impression qu'il était en train de me décrire moi. Le comportement qu'a Julien lors des funérailles de son père, j'aurais pas dû mieux et je pense que j'aurais eu exactement le même comportement que j'ai déjà eu d'ailleurs. C'est le fait qu'il est très mal à l'aise en public. Il n'est pas du tout à l'aise avec les gestes affectueux, que ce soit lui qui les donne ou qu'on lui donne. Il y a une certaine maladresse, un côté renfermé chez lui. Enfin, c'était vraiment impressionnant à quel point le personnage de Julien a fait écho à moi-même en fait. Et là, c'était trop tard. José Carli m'avait chopé. Je dis voilà quoi, je continue l'histoire, je peux pas m'arrêter là. En plus, vous allez voir, il y a la petite fille là, qui est là, on se demande pourquoi. Enfin, il y a tout un truc derrière. Et tout ce côté onirique qui était un petit peu, je trouve, rafraîchissant, ça changeait un peu de ce que je lis d'habitude. Et je savais pas trop où voulait en venir l'auteur. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là aussi. Et il y a d'autres aspects, je peux pas tout vous dire, de Julien qui ont été très parlants avec moi. L'histoire est très touchante, on n'est pas dans le larmoyant, mais ça touche beaucoup. Voilà, encore une fois, c'est un auteur qui arrive à évoquer des émotions sans forcément forcer trop le trait. Le seul petit truc, alors, on est passé à ça les gars, à ça. J'ai lu le livre, arrivé aux 3/4, je dis ça y est, c'est un coup de cœur. C'est obligé. Le fait que le personnage me ressemble tellement. Et arrivé à la dernière partie, José Carli, il prend le parti de partir sur autre chose auquel je ne m'attendais pas. Moi, je suis arrivé à la moitié du livre un peu confiant, je me suis dit, ouais, je vois où il va en venir, on va arriver là. Et pas du tout. Et en fait, il part sur autre chose. Alors attention, ça ne m'a pas détruit ma lecture du tout, hein.
J'étais vraiment surpris, mais dans le bon sens, je me suis dit, ah ouais d'accord, et tout est cohérent, mais du coup le fait d'avoir été surpris, bah, j'ai pas le coup de cœur parce que c'est pas ce que j'attendais. Je n'attendais rien à la base, mais c'est le fait que le début de son récit m'a provoqué certaines attentes que je n'ai pas eues. Donc c'est juste ça, mais ça reste une super histoire qui se lit assez vite, qui est vraiment touchante. Moi j'ai beaucoup aimé. C'était rafraîchissant, c'est pas prétentieux, on sent que l'auteur a mis beaucoup de lui-même dans cette histoire et ça se ressent beaucoup. Et du coup, on va être sur tout un côté, il va y avoir une thématique donc sur le deuil, sur la nostalgie, la confiance en soi, la remise en question. Mais très bien abordé et franchement, un peu différent de ce que Inception, je pense. Alors, j'ai pas tout lu de chez Inception, hein. Bon, il y en a plein là-haut. Mais j'ai pas encore tout lu, mais un peu différent de ce qu'Inception peut sortir. Alors je sais pas, je sais aussi qu'il y a dans leurs auteurs, il y a Julia Weber aussi qui sort du contemporain avec une petite touche de fantastique, m'a dit Ophélie, oh, je cherchais son prénom. Et du coup j'essaierai aussi. Mais José Carli, je pense que je lirai son premier titre, alors je ne sais plus le nom, mais vous l'avez vu tout à l'heure, je me rappelle plus là. Mais franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Excellente lecture. On arrive au bout. Je suis reparti sous un autre registre, mais là, ce qui m'a attiré dans cette lecture, c'est avant tout l'auteur. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de cet auteur dont je vous rabâche régulièrement le nom? Je n'en parlais plus dernièrement, mais là j'ai dit allez Laurent, on y va. Je parle bien évidemment de Jean-Marc Desnos, avec son avant-dernier récit, L'œil du chaos, de chez Tornado dans la collection L'ombre des mots. Ici, alors comment vous expliquer les choses? On va suivre Théo, qui est un jeune lycéen qui a 17 ans, et qui aime la photographie. Il décide de bricoler un peu son objectif et pour donner un grain à ses photos ou un effet, vous savez, un peu spécial. Donc il va faire ça un peu avec un effet miroir. Alors je ne saurais pas vous expliquer, moi je ne suis pas un pro. Mais comme les kaléidoscopes, vous voyez, alors je ne sais pas si vous avez connu, les kaléidoscopes, on regardait dedans, on tournait et on voyait des effets et tout. Et il a voulu rendre cet effet-là à son appareil photo. Et en fait, il va prendre des photos et il va se rendre compte que ce qu'il prend en photo ne correspond pas à ce qu'il a devant lui. Et très vite, il va se rendre compte qu'en fait, son appareil photo lui prédit plus ou moins l'avenir. À travers l'objectif, ce qu'il prend en photo, c'est ce qui va se passer 21 jours plus tard. Et en fait, ce qu'il va voir, c'est assez atroce. Il va se rendre compte que dans 21 jours, il y aura des dérèglements climatiques qui vont s'accentuer d'un seul coup. Et qu'il est temps de faire quelque chose. Il va essayer de crier à l'aide, il va en parler sur les réseaux, on va se foutre de sa gueule, il va en parler à son meilleur pote qui lui dit qu'il est complètement abruti, que c'est n'importe quoi, qu'il mitonne, et à ses parents, personne ne l'écoute. Et pourtant, 21 jours plus tard, va se réaliser ce qui doit se réaliser. Alors, je vous spoil pas, hein, c'était vraiment le début du livre. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé la plume de Jean-Marc que j'aime beaucoup. J'étais très curieux de le découvrir dans un titre de SF, parce que du coup, on est dans du post-apo. Une première partie, encore une fois, qui est bien renseignée. Jean-Marc, qui, comme pour Alan Lambert avec les Urbex et tout le côté historique, ici, c'est renseigné. Il nous fait un état des lieux au début du roman qui est assez alarmiste et assez déprimant. Moi, le premier soir, ça m'empêchait de dormir, hein, pour être honnête. Hein. Ce que j'ai appris dans ce roman, moi je ne le savais pas, Laurent le Naïf, c'est que quand il fait trop chaud, des rails de chemin de fer, ça se dilate avec la chaleur et ça se rétracte avec le froid. Moi, je ne le savais pas, ça. Alors, moi, j'ai commencé ce livre-là, le lendemain, je prenais le train. Je peux vous dire que j'ai pas dormi de la nuit. Laurent, l'anxieux, le gars toujours inquiet. Ah, je peux vous dire que je les avais là. Hein. Franchement, j'étais pas bien. J'ai pris le train avec le livre et j'étais comme ça, vous savez, dans le... non, j'exagère. Mais franchement, l'état des lieux fait vraiment peur. Il y a vraiment, je pense, de Jean-Marc la volonté et de montrer aux gens qu'il est temps de faire quelque chose, quoi. C'est maintenant, c'est pas dans 10 jours, dans 10 ans, c'est dès aujourd'hui. Il faut faire quelque chose parce que sinon, ça va partir en sucette. Là, on en a un petit extrait dans ce roman et c'est pas la fête au village. Hein. Là, franchement, il va falloir que les gens se bougent, mais alors pas que nous en tant que particuliers, mais également les gens au-dessus, les politiques et tout ça. Il va falloir qu'ils se bougent parce que là, c'est plus possible. Et du coup, il fait un état des lieux et du coup, il extrapole en montrant ce que peuvent donner certaines choses. Et ça fait vraiment peur. En plus, moi, je trouve que c'est encore plus impactant parce que c'est face à un enfant qui a 17 ans, qui lui n'a rien demandé. Il est encore jeune et il voit son avenir détruit par ceux qui sont arrivés avant. C'est pas normal. Donc, il faut faire quelque chose. J'ai beaucoup aussi aimé ce truc, c'est que... Alors après, je fais un parallèle. Je me plante peut-être complètement. Mais Théo essaie de dire aux gens, regardez ce que j'ai vu
sur mon appareil photo et personne ne le croit. Et moi je trouve qu'on peut faire le parallèle, ça fait un peu écho, vous savez, à ceux qui veulent être pour l'écologie, ceux qui prennent les choses à bras le corps et qui décident de réduire leur consommation d'eau. Au lieu d'user de l'électricité, ben non, on va économiser, qui font vraiment des gestes pour la planète, et ceux à côté qui disent non, mais le dérèglement climatique, c'est des conneries. Et j'ai trouvé qu'il y avait un rapport entre ces deux choses-là. Alors après, c'est moi, peut-être que c'est pas du tout ça. Mais franchement, voilà, c'est du Jean-Marc Desnos, qu'est-ce que je veux dire? C'est toujours écrit avec le cœur, je trouve. Jean-Marc qui fait vraiment les choses à fond. C'est exactement comme ses autres romans, il y a toujours de l'émotion. Il va pas par quatre chemins, il n'y a pas de longueur. Bon, les romans Tornada sont assez courts, mais c'est pas parce que tu écris un roman court que tu peux ne pas avoir de longueur. C'était passionnant, j'ai adoré. Moi, Jean-Marc Desnos, ça reste pour moi une valeur sûre. C'est le 5e roman que je lis de lui. Maintenant, il m'en reste un. J'ai très envie déjà de le sortir, mais si je le sors là, je sais que le prochain, il faudra que j'attende un an. Mais en même temps, ça fait un an que j'en ai pas lu. Et j'avais celui-là. Donc je verrai bien. Mais de toute façon, moi Jean-Marc, je suis hyper fan. Je sais qu'il passe pas loin de chez moi d'ici quelques temps. J'essaierai d'y aller. J'espère que je serai disponible ce jour-là pour qu'il me dédicace ceux qui ne sont pas dédicacés. Puis si c'est possible de passer un petit moment pour discuter avec lui, ben moi j'en serais ravi. Donc je trouve que c'est un petit peu un roman d'utilité publique. Hein. Si vous n'êtes pas trop pour aller lire un vrai livre qui va soulever les problèmes écologiques qui existent en ce moment, ben là ça va se faire de façon plus ludique. Vous aurez une histoire derrière, mais qui est tout aussi importante. Et vous apprendrez des choses. Moi j'ai appris des choses. Donc voilà, Jean-Marc Desnos, moi valeur sûre, je kiffe. Et un dernier petit mot avant que je vous laisse parce que ça fait trop longtemps que je tourne. Juste un petit mot vite fait, je viens de finir la Bible. Non, c'est pas la Bible. Cet omnibus de Ultimate Spider-Man. Alors je vous préviens, je vais pas le tenir longtemps. Donc le premier tome qui est Pouvoir et Responsabilité que j'avais acheté l'année dernière, si vous vous souvenez. Et que j'ai enfin lu. Alors c'était une torture, hein. C'est de la gymnastique de lire un livre comme ça. Parce qu'il faut le poser déjà. Et t'es penché au-dessus de ton livre et moi je suis plutôt jeune, bon je suis pas très vieux mais je suis plutôt jeune, et je commence à rouiller dans les coins. Donc j'avais un petit peu mal au dos, c'était pas forcément formidable. Donc Ultimate Spider-Man c'est une, je dis pas de bêtises parce qu'il y a une préface avant, c'est une collection, les Ultimate, où ils vont refaire le reboot de tous ces super-héros. Donc ici Spider-Man qu'on connaît tous plus ou moins à travers soit les films, soit le dessin animé. Il y a eu un dessin animé fut un temps, il y en a peut-être même eu plusieurs. Et les auteurs reviennent à tout refaire. Donc ils vont le réancrer, le personnage, et du coup Peter Parker, dans quelque chose de plus moderne. Parce que je sais plus en quelle année a été... Oui, désolé, je suis de côté, mais j'ai pas le choix, c'est trop long. Je sais pas en quelle année a été créé Spider-Man. Alors attendez, je vais essayer de trouver. Voilà, Spider-Man, il date de 62 quand même. Donc ils ont vraiment voulu remettre au goût du jour les choses. Donc je pense qu'on connaît tous plus ou moins dans la pop culture Spider-Man. Et ici, du coup, moi j'y connaissais... comme vous, à travers les films, et encore les films, j'en ai vu que 2. Mais je sais plus ou moins c'est qu'il est méchant. Et là, on le redécouvre de tout le début, en fait. Quand le livre commence, il se fait mordre par l'araignée, il commence à avoir ses pouvoirs. Mais c'était vraiment super intéressant. Je trouve qu'en plus, le personnage de Peter Parker est un personnage qui est... Je dis pas qu'il est plus intéressant que les autres, c'est différent. Dans le sens où, par exemple, si vous prenez Clark Kent avec Superman, on va être sur la différence. C'est un extraterrestre, il va découvrir ses pouvoirs. Mais ses pouvoirs font partie de lui. Que là, Peter Parker, c'est juste un intello qui est refoulé par tout le monde, qui se fait mordre par une araignée, qui développe des pouvoirs qu'il n'a pas demandé, et il va devoir commencer à jongler entre son identité secrète, toute cette notion de justicier, sa vie amoureuse avec Mary Jane, sa vie scolaire, parce que du coup, il va moins en cours, et du coup, ses notes, du coup, ça entraîne des conflits au niveau familial avec sa tante, la tante May et son oncle. Et ça fait tout un gloubi-boulga, vous voyez, il y a un sacré bazar. Et du coup, la psychologie du personnage, je trouve qu'elle est bien travaillée. On nous remonte certains méchants, assez emblématiques. Je vous dis pas lesquels, je vous laisserai les découvrir. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Attention, parce que c'est un coup que je me pète le poignet. Attendez, je vais juste vous montrer. Alors, les planches, ça va se montrer comme ça. La vache, c'est lourd. Vous voyez ce qu'il faut. Et vous avez les pages de garde qui sont vraiment sympas. Les pages de garde, les pages des chapitres. Voilà. Et vous avez aussi par moments des doubles pages qui sont sublimes. Mais là, si je vous... Ouais, ce genre-là. Et je trouve que ça rend super bien dans la BD. Bon, alors, je vous préviens tout de suite, c'est des livres qui ont un coût. Même si c'est quand même un coût. Au final, c'est économique.
Bon, après, moi, j'invente rien, c'est Dorian qui m'a expliqué. Mais à la base, ça sortait, je crois que c'est dans les magazines, dans les presses. Ensuite, il est rassemblé dans des tomes un peu plus épais. Et là, il y a l'équivalent de je ne sais pas combien, je sais pas combien d'épisodes dedans. Mais du coup, toute l'histoire est complète en 4 tomes comme ça. Donc on appelle ça des omnibus. Et je crois que c'est sur 4. Le premier coûte 70 €. Ah, ça a vraiment un coût. Mais franchement, il y a de la lecture. Hein. Quand je vous dis il y a de la lecture, moi j'ai mis un moment à le lire. Faut se dire quand même que c'est une BD, que c'est en couleur. Le papier, il est épais. Le papier, il est glacé. Il y a vraiment une grosse qualité derrière. Le tome 2, je sais pas s'il est plus grand ou plus petit, je sais pas pourquoi c'est pas le même prix, il est à 90 €. Actuellement il est en rupture, mais il va ressortir en même temps que le tome 3 qui sera à la fin du mois. D'ailleurs j'aurais pu en parler dans les nouveautés de ma wishlist, je l'ai pas mis. Mais moi j'ai pas le tome 2, j'attendais d'avoir lu le tome 1 avant d'acheter le tome 2 parce que ça revient cher. Et du coup économiquement, si on fait le rapport par rapport à ceux qui sortaient dans la presse ou les tomes un peu plus petits qu'ils ont rassemblés pour faire le gros truc, bah, ça revient moins cher, mais il faut pouvoir les sortir. Donc je sais que si jamais, je vais voir d'ici là, si j'achète le tome 2 à 90 boules, le book haul, il va falloir faire ceinture parce que je pourrais pas être partout à la fois. Hein. Faut peut-être pas abuser non plus. Mais franchement, j'ai passé un super moment. C'est Dorian qui l'avait montré. Moi, je connaissais pas. Enfin, je connais rien, mon comics ou très peu. Et là, je me dis commencer avec un super héros sans partir dans tout et n'importe quoi parce que Marvel, bah, entre le multivers et le machin et le bidule, on part dans tous les sens. Là, on repart sur des choses basiques du début, donc on n'est pas perdu. Et c'était vraiment intéressant, il y a de l'action, on s'ennuie jamais. La personnalité de Spider-Man est franchement bien retranscrite, franchement on passe un super moment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les planches sont vraiment sympas, les couleurs sont très vives. Il y a des effets, vous voyez, comme là, et on le retrouve dans le roman sur certaines choses. Comme ça bouge, il y a un effet flouté. Et je trouve ça super. Mais regardez, c'est quand même joli, hein. Ça fait vraiment un bon ouvrage. Donc c'est chez Panini. Ça a été, alors je sais pas qui a écrit ou dessiné, on va quand même donner le nom des auteurs, hein, on n'est pas comme ça. Le scénario est de Brian M. Bendis et Bill Jemas, et au dessin c'est Mark Bagley. Et c'est chez Panini, donc collection Marvel, machin. Franchement, super bel ouvrage que je suis très content d'avoir. J'espère que j'arriverai petit à petit à me procurer les autres. Parce que moi, en personnage, j'adore X-Men. Je vous les montre jamais, mais je suis abonné et je les reçois tous les mois. J'aime beaucoup Spider-Man. Et après, les autres, j'avais fait il y a quelques années la collection DC. Vous savez, il y a Batman, il y a Superman, il y a Flash, il y a Green Lantern. Donc du coup, c'est cool parce que Spider-Man était sorti dans une collection aussi avec abonnement, mais moi je l'avais raté. Donc je suis content de pouvoir me la faire là, et si j'arrive à avoir les 4, j'aurai une histoire complète. Donc c'est vraiment cool. Bon, allez, je vais vous laisser parce que je parle beaucoup trop. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez que mon rythme de lecture revient tout doucement, je suis vraiment ravi et content parce que franchement début juillet j'avais peur, j'avais l'impression d'être malade. Hein. Ça va beaucoup mieux. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Dites-moi comme d'habitude hein, s'il y a des lectures ce mois-ci qui vous ont transcendé, si vous avez eu du mal à lire. Je sais qu'il y a aussi les canicules un petit peu conséquentes, on s'en est tapé 3 quand même, et les chaleurs insoutenables, qui peut aussi freiner et ne pas donner envie de lire. Ça je comprends parce que la chaleur, moi je sais que ça me fatigue beaucoup et que ça peut nuire au rythme de lecture. Et sur ce, moi je vous dis à plus, salut.